Bonjour et bienvenue sur le Féminin au naturel, le podcast qui vous accompagne vers un mode de vie plus sain, plus respectueux de soi et de l'environnement. Chaque épisode vous fait découvrir une femme, connue ou inconnue, qui a pris sa vie en main et propose une vision du monde unique. Je suis Isabelle Chesteloupi, fondatrice de Tasmae, une entreprise qui aide les femmes à se réapproprier des savoirs et des savoir-faire liés aux bienfaits des plantes dans les domaines des cosmétiques, de la santé et de l'alimentation. Aujourd'hui, je reçois Judith Vieille. Judith a récemment créé Moon, un lieu atypique dans le 18e arrondissement de Paris, qui est aussi le siège de l'école des sorcières de lumière. C'est là-bas que je l'ai rencontrée il y a quelques mois, lorsque j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai poussé la porte de la boutique, qui m'a intriguée, pour proposer des ateliers de fabrication de cosmétiques naturels. Judith a accueilli ma démarche à bras ouverts, ça correspondait à son envie de proposer chez Moon des événements articulés autour de la guérison et de la protection du vivant. En apprenant à la connaître, j'ai été impressionnée par tous les projets qu'elle a entrepris et les causes qu'elle défend, et j'avais envie de vous les faire connaître. Je vous laisse découvrir Judith, une femme profondément amoureuse de la vie et passionnée de la question du lien. Bonjour Judith, merci de prendre du temps avec nous aujourd'hui. Dans un premier temps, peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour Isabelle déjà. Alors me présenter en quelques mots relève toujours d'un défi personnel important. C'est le quelques mots. Moi, j'ai presque 42 ans, deux filles, une de 16, une de 8. Un parcours professionnel assez atypique. J'ai commencé par des études de médecine que j'ai arrêtées assez rapidement et puis après j'ai travaillé plutôt dans la culture et particulièrement dans la musique et j'ai monté ma première structure très jeune et dans la musique et puis en parallèle j'ai un peu travaillé, enfin j'ai commencé à travailler dans la com. N'ayant pas fait d'études de communication particulièrement, mais voilà, je comprenais en tout cas. Il me semblait comprendre un certain nombre de choses, et notamment dans le relationnel avec les clients. Puis j'ai pas un profil grosse agence, etc. Donc j'ai toujours navigué plutôt dans des petites structures, et puis très très rapidement en fait je me suis posé la question du sens de ce qu'on faisait, etc., ce qui est quand même assez important dans le milieu de la communication, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai davantage travaillé dans la communication interne que dans toute autre forme de communication. Disons que c'était avec celle-ci que j'avais le plus d'affinité. Et puis, en fait, j'ai toujours eu une activité d'indépendante et une activité salariée. Enfin, j'essayais absolument de rentrer dans le moule du salariat parce que, voilà, alors même qu'à 16 ans, je disais que j'aurais pas de boss. Hein, donc, voilà, j'ai un peu navigué comme ça. J'ai fait un gros burn-out en 2013. Et puis, à la suite de ça, j'ai repris une agence que j'avais créée en 2009 et j'ai ouvert Nota à l'époque. C'était une papeterie avec ma sœur. Et puis, donc j'ai repris Épices et Chocolat, qui est mon agence, et je me suis vraiment orientée sur toutes les questions d'égalité femmes-hommes. Donc, j'ai accompagné pas mal d'entreprises dans la mise en place des politiques d'égalité femmes-hommes en interne. Et puis, de facto, un peu toutes les problématiques de diversité et de management, parce que ce qui m'intéressait dans les entreprises, c'était la transformation managériale aussi, qui impliquait toutes ces questions de diversité, de liens, etc. Donc, en fait, tout ça a l'air très déconnecté, et en fait tout est très, très en lien. Donc j'ai beaucoup, on va dire que je réfléchis beaucoup en temps normal. Enfin, j'ai une activité cérébrale assez intense. Et puis petit à petit, les choses se sont un peu mises dans l'ordre.
enfin, dans ce que moi je considère être l'ordre, en tout cas l'ordre pour moi, hein, ce qui me paraissait plus fluide, et puis tout convergeait, et j'ai eu une année 2018-2019, fin 2018, mi-2019, sous le signe de la transformation, vraiment, de la transformation individuelle et puis de toutes mes activités, où là, il s'est agi vraiment d'aligner ce que j'entreprenais et qui j'étais profondément. Euh, donc, ça a été une période très, très dense, pendant laquelle on a fermé la papeterie avec ma sœur, pendant laquelle j'ai décidé de transformer la papeterie, de garder le local, de le transformer, mais je ne savais pas encore quoi au début. Et puis après, Moon est apparu, hein, l'école de sorcières de lumière, puis exactement ce que je voulais faire, etc. Voilà, tout en continuant Épicé Chocolat, tout en continuant mes activités auprès des entreprises, mais en observant quand même clairement un glissement, ou on va dire une transformation des zones de priorité professionnelles et individuelles et personnelles. Voilà, ce qui a demandé pas mal de réajustements, etc. Donc, voilà, en quelques mots, finalement, c'est jamais très... Parce que ça reste encore un peu nébuleux, mais qui je suis, voilà, je pense quelqu'un profondément... je suis une femme profondément amoureuse de la vie, et, 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 et passionnée par la question du lien, on va dire. Voilà. Ok. Ouais, j'ai bien aimé ces quelques mots. On n'est pas limité de toute façon. Pour revenir sur Moon, parce que je suis pas mal intriguée par Moon Paris, et c'est comme ça aussi que je t'ai rencontrée grâce à ce tiers-lieu que tu dis dédié aux sorcières de lumière et à l'écoféminisme. J'aurais bien voulu que tu expliques un peu plus précisément ce que c'est ces deux termes. Alors, par lequel on commence, les deux étant pour moi très très clairement liés. Peut-être commencer par l'écoféminisme, et peut-être commencer par le féminisme tout court. Je suis donc experte en égalité femmes-hommes. J'ai énormément travaillé sur cette question, tant pour les entreprises que dans la sphère privée. J'ai beaucoup été dans les milieux féministes, militants féministes, dans le milieu associatif. Alors, pas toujours vraiment en me disant qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans ces mouvements, et comment on peut faire pour que ces mouvements et ces structures, ces associations, le propos porte vraiment ses fruits. Et c'est un peu... c'est quelque chose qui n'est pas évident, notamment en ce moment, hein. J'avais déjà un discours à l'époque qui était qui est un peu plus accepté aujourd'hui, mais qui était un peu en rupture à l'époque, qui était... il y avait trois dimensions dans ce que je défendais. La première dimension, c'était que le combat féministe, à mon sens, ne passe pas par... en tout cas, moi, je ne peux pas le mener en m'opposant à la jante masculine. Il y a vraiment l'idée d'une coopération et d'une réflexion, d'une co-réflexion, d'une co-entreprise, enfin de quelque chose qu'on mène, d'un combat qu'on mène conjointement, qui est un combat extrêmement difficile à mener parce que on ne combat pas des personnes, on combat un système. Voilà, donc c'était le premier point. Le deuxième point, c'était que à l'époque,
quand moi je me suis vraiment posée sur ces questions-là. D'abord, j'y arrivais un peu par la force des choses, quoi. J'y arrivais parce que je venais de faire un burn-out et que le fait d'être une femme n'était pas anodin dans le fait de faire un burn-out. De la manière dont il avait été géré, enfin bon, bref, voilà, mon départ de l'entreprise dans laquelle j'étais, bon, voilà, tout ça, c'était assez dense. Et il me manquait, moi, des rôles modèles. Je trouve toujours que dans la société, il nous manque des rôles modèles inspirants, quelle que soit ton origine, ton milieu social, etc. C'est-à-dire qu'on avait encore à l'époque des rôles modèles assez contenus qui étaient des femmes du Women's Forum, en gros, qui ont des carrières absolument incroyables, qui ont des postes à responsabilité incroyables, etc. Et pour moi, ça venait questionner mais ça veut dire quoi réussir quand on n'est qu'une femme et est-ce que ça passe simplement par la réussite financière ou hiérarchique? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus juste de s'épanouir et de considérer qu'on réussit sa vie quand on est une femme aujourd'hui? Et quand j'ai cherché les différents modèles, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'en avait pas tant que ça, quoi, qu'il fallait aller chercher vraiment et qu'en plus, les modèles inspirants de femmes étaient, quand ils n'étaient pas ces personnes euh, haut placées hiérarchiquement, etc., étaient tout à fait invisibles, alors qu'il y a des initiatives aujourd'hui qui visent à mettre en lumière des femmes, on va dire, ordinaires, avec des parcours très souvent extraordinaires. Voilà, donc c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'était que tout ça, finalement, revenait quand même essentiellement à une question d'éducation et que ça commençait par l'éducation de nos enfants dès le plus jeune âge. Ce qui depuis est quand même rentré un peu dans la dynamique de l'égalité femmes-hommes. On en parle on en parle plus. Il y a des actions qui sont prises à l'échelle gouvernementale et pas simplement par les associations, etc., en matière d'éducation à l'égalité. Bon, à l'époque, j'ai quand même créé une association qui s'appelle la Fabrique des égalités pour travailler avec les enfants sur toutes ces questions d'égalité dans la société, en les mettant non pas comme des récepteurs un peu bêtes de qu'est-ce que sont les grands principes d'égalité, mais en leur faisant, en les mettant en situation d'être force de proposition, de comment on fait pour nourrir l'égalité, puis qu'est-ce que c'est l'égalité et comment elles et eux, dès le plus jeune âge, peuvent s'affranchir d'un certain nombre de stéréotypes qui sont déjà véhiculés par les institutions, etc., et souvent de manière très inconsciente. Bon, et en parallèle de tout ça, il y a quand même, bon, il y a évidemment plein de courants féministes, mais il y a aussi la question écologique, et il y a cette analogie très forte entre les comportements patriarcaux à l'égard des femmes et à l'égard de la nature. Et en fait, souvent, j'ai comme des espèces de trucs qui se mettent en place dans ma tête et où je me disais, mais moi, je suis quand même en train d'essayer d'expliquer qu'il faut qu'on respecte la moitié de l'humanité pour des raisons qui me semblent être d'un basique et d'un bon sens parfois affligeant. J'ai quand même l'impression de devoir enfoncer des portes ouvertes, mais il n'empêche que la société dans laquelle on vit n'est absolument pas construite comme ça. Et je me disais, mais comment on peut prétendre relever les enjeux écologiques auxquels on est confronté si on ne respecte pas la moitié de l'humanité? Et inversement, comment on peut imaginer respecter la moitié de l'humanité si on ne respecte pas la terre sur laquelle on vit et qu'on est dans une logique d'asservissement permanente de la nature, d'hyperproduction, etc. Et je me disais que les deux étaient intimement liés, quand même étant énormément au contact de femmes agissantes, etc., souvent empêchées par le système dans lequel on vit,
que ce soit empêcher d'un point de vue entrepreneurial, empêcher d'un point de vue personnel, empêcher d'un point de vue financier, enfin, voilà, mais empêcher dans des entreprises qui sont toujours des entreprises dites du care, c'est-à-dire ces entreprises où on prend soin des autres, de la terre sur laquelle on vit, etc., avec des ressources qui sont incroyables. Et là, j'ai eu la chance de croiser le chemin de personnes comme Vandana Shiva ou comme Starhawk, voilà, qui sont des figures de l'écoféminisme, qui sont des figures de cette convergence de mouvements entre le féminisme d'un côté, qui dit, voilà, on défend l'égalité des femmes et des hommes, c'est important. On ne peut pas vivre dans une humanité irrespectueuse de sa moitié. Enfin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Et de la dynamique écolo, oui, écolo. Et puis, quand on commence à rentrer dans ce genre de logique, ou en tout cas de réflexion, on ne peut plus faire machine arrière. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas faire autrement que de constater que les modèles d'asservissement, les modèles le système en place est un système qui tend à museler autant la nature que les femmes. Voilà, donc comme l'écologie est quelque chose d'hyper important pour moi et que j'ai bien conscience qu'on va dans le mur, il s'agissait de ne pas faire le choix et de réunir des combats qui, à mon sens, reposent sur le même constat, qui est que le capitalisme, l'outil du patriarcat par excellence, n'est plus viable aujourd'hui pour 100% de l'humanité, quoi. Voilà. Donc, est viable pour une très, 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 très petite minorité qui possède la très, 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 très grande majorité des richesses de ce monde. Voilà, donc là, on est pile dans ce qui, pour moi, est très difficile à vivre depuis que je suis toute petite, hein, qui est une espèce d'injustice systémique, quoi. C'est-à-dire, voilà, qu'on se bouffe le matin au petit-déj, le midi à déjeuner, le soir au dîner, la nuit en dormant, la journée en bossant, et avec laquelle on nous explique qu'il faut apprendre à composer parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et pour moi, l'écoféminisme était faire le choix d'agir différemment, et je trouvais une place dans ce monde qui m'allait plutôt bien, sachant que pour moi, l'écoféminisme est la dimension militante de ce que j'appelle l'éco-vitalité, qui est comment on envisage plus la question de notre monde et de notre organisation, de notre système, etc., d'un point de vue de l'humain, c'est-à-dire en mettant l'humain au centre, etc., parce que voilà, finalement, on voit ce que ça donne, hein, de mettre l'humain au centre. D'abord, on ne met pas l'humain au centre, hein, on met l'homme au centre dans notre système. Donc, et puis, c'est un homme omnipotent, et c'est un homme qui se pense supérieur et qui est qui n'est pas pour moi dans ce que je trouve vital, au sens de qui met en vie. Et pour moi, l'éco-vitalité était un terme très porteur, parce que permettait de mettre la question du vivant au centre de toute réflexion, ce qui change tout, que ce soit dans l'entreprise, dans le lien aux autres, dans le lien à la nature, voilà. Et pour en revenir à la question des sorcières de lumière, pourquoi sorcières de lumière? Pourquoi les sorcières, tout bêtement? Pourquoi une école des sorcières de lumière, etc. Alors, pour moi, la sorcière est une figure de l'écoféminisme. Voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas plus écoféministe qu'une sorcière, à mon sens. Et
et qu'est-ce que c'est une sorcière pour moi, hein, aujourd'hui? C'est la, la, notre endroit de puissance, notre endroit de là où se loge notre nature profonde et donc notre source de puissance intérieure. Et de lumière parce que ça venait contredire par essence ce qu'on L'image des sorcières l'image qui de peut la être... sorcière, ouais. l'image Walt Disney de la sorcière, voilà. Super. Merci beaucoup pour ces explications parce que c'est vrai que c'est des termes que j'avais vus pour la première fois chez Moon et je pense que c'était important que tu les éclaircisses. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde, de femmes notamment. Euh, je vais te poser une question peut-être un peu plus personnelle. Quels sont pour toi les principaux défis auxquels tu fais face dans ta vie de tous les jours? Tu as pas mal parlé d'être la place d'une femme ou être une femme. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses? Et aussi, quelles solutions, du coup, tu as trouvées pour mieux vivre? Ouais, c'est une vaste question parce que, bon, d'abord, dans la période actuelle, les défis sont quand même très nombreux, hein, à relever. Pour moi, depuis toujours, on va dire que mon principal défi, c'est d'être à la juste place. Alors après, c'est quoi être à la juste place? Et puis comment on fait quand on vit dans une société comme la nôtre pour être à la juste place, quoi. Et puis il y a ce je crois qu'il y a cette espèce de sous-question, c'est comment je fais pour être à la juste place, à la place juste pour moi, étant entendu que je suis une femme dans une société patriarcale, capitaliste, etc. Et en fait, quand on a posé cette question, on en a posé 1000 autres parce que je suis entrepreneur ou entrepreneuse, enfin en tout cas, je suis femme entrepreneur, que j'adore mes boulots, que j'ai vraiment à cœur mon rôle de mère, alors pas en tant que, on va dire, avec cette conscience aiguë que j'ai la responsabilité, bon, évidemment, non seulement de donner un cadre d'éducation à mes filles et pour qu'elles aient les cartes pour pouvoir jouer dans le monde dans lequel on vit, ce qui quand même pose la question mais qu'est-ce qu'on a foutu pour mettre des enfants au monde, en tout cas dans ce monde-là, C'est trop tard. mais c'est trop tard et c'est très bien. Enfin, je veux dire, je ne regrette absolument pas d'avoir mes deux filles et je me dis quelle chance le monde a de les avoir. Enfin, voilà. Et donc, pour que le monde ait la chance d'avoir mes deux filles, il faut que je permettent à mes filles de trouver, elles aussi, quelle sera leur juste place. Donc, je trouve que cette responsabilité d'accompagnement des êtres qui nous sont plus chers, hein, voilà, est une responsabilité infinie. Sachant qu'elles auront la leur, elles ont déjà chacune leur responsabilité individuelle bien entendu, et voilà, ne sont pas des extensions de moi-même. Et en ce sens-là, je crois qu'un des plus grands défis que j'ai aussi, c'est de couper avec un certain nombre de schémas de répétition, conscients et inconscients, universels et moins universels, intimes et collectifs. Et que ça passe à la fois par l'être et à la fois par l'agir. Donc, je dirais, c'est d'essayer de rester connecté avec
une forme d'intimité lucide ou en tout cas non mensongère à mon propre égard et de garder toujours une capacité de discernement euh, face à ce que, enfin, au regard de ce que la vie me présente, de ce que je dois en comprendre, de qu'est-ce que je dois mettre en place une fois que j'ai compris et, 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 et d'avoir cette espèce de conscience que un même sujet, un même nœud peut se représenter à maintes reprises dans la vie. Ce qui ne veut pas dire que tu ne l'as pas traité, mais ce qui veut dire que tu descends toujours un peu plus en profondeur et tu as toujours des apprentissages à faire. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, la connaissance de soi et le fait de vouloir trouver où est sa place, je crois que c'est le travail d'une vie et il se fait aussi en connexion évidente avec une réalité quotidienne. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de déconnecté, c'est quelque chose qui est... c'est d'être à tous les niveaux de soi-même en permanence, dans un état de présence. Et c'est extrêmement compliqué, soyons clairs. Voilà, il y a quand même des moments où tu te réveilles le matin et où tu te dis, ouh, alors attends, comment je vais faire pour récupérer toutes les parties de moi et mettre tout ça dans une espèce de ligne cohérente et non souffrante et voilà. Enfin, voilà, C'est quoi du coup parce que moi j'ai l'impression que en tout cas de l'extérieur, tu es quelqu'un de très épanoui qui a fait de multiples choses dans sa vie. Donc quelles sont les solutions toi que tu as développées? Qu'est-ce qui te permet justement d'être en alignement avec toi-même? Est-ce que tu as des trucs que tu pourrais nous donner? Ouais, d'abord, je crois que c'est avant tout un cheminement personnel. J'ai évidemment pas de mode d'emploi où il n'y a pas une recette toute faite parce que s'il y en avait une, je pense que ça se saurait et que ça, c'est un peu comme quand tu as ton premier enfant, tu te dis, mais putain, ils n'auraient pas pu mettre un mode d'emploi avec. Bah, la vie, c'est un peu pareil. Donc, je sais pas, je remets l'ouvrage sur le métier chaque jour. Je me dis que j'aurai jamais fini. Alors, c'est ce qui parfois cause beaucoup de désespoir et parfois est très rassurant. Je me dis, chouette, ce sera jamais fini. Chouette, j'aurai toujours un truc à apprendre. Et tant mieux, en fait, tant mieux qu'on ait à apprendre sur soi jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est bien évident, en fait, que c'est comme ça. J'ai certainement pas de conseils à donner. Enfin, pas au sens où, pas au sens où je pense que... non, enfin, en ce sens que je pense qu'on n'a pas la je suis personne, moi, pour dire aux autres, bah, en fait, voilà, c'est simple, il faut faire ça, 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 ça. Pour moi, c'est pas simple au quotidien. Je veux dire, il y a des moments où je me dis, ah, mais comment je vais faire, quoi, et pourquoi je me sens pas bien, et pourquoi là, c'est tout flou, et pourquoi, voilà, et pourquoi. Alors moi, j'ai grandi avec des pourquoi, hein, pourquoi je suis là, pourquoi, qui c'est moi, et pourquoi j'existe, et pourquoi le monde est comme il est, et pourquoi il y a autant de violence, et pourquoi, et pourquoi. C'est-à-dire qu'à 42 ans, je me pose toujours autant de pourquoi que ma fille qui a 8 ans et qui déjà commence, je veux dire, à peine elle est réveillée qu'on a un pourquoi. J'ai pas un bonjour, j'ai un pourquoi, maman. J'en sais rien. Après, enfin, oui, de garder de la curiosité, c'est-à-dire, en fait, cette question du pourquoi, elle est éreintante, mais elle est cruciale. Pourquoi je me sens pas bien? D'avoir le courage de se poser cette question-là, c'est pas D'être à l'écoute aussi déjà, ouais. je me sens pas bien,
pourquoi, ok, c'est comment aujourd'hui, quand je dis que je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me traverse, par quoi je suis heurtée, par quoi je suis blessée, pourquoi je suis joyeuse, pourquoi je ressens ça aujourd'hui alors qu'hier peut-être j'étais pas dans cet état-là. Donc c'est vraiment, je crois, garder une espèce de à la fois de curiosité, mais aussi de courage d'aller à la rencontre de soi au quotidien, sachant que moi, je fais partie de ces personnes avec qui c'est pas évident de vivre. Enfin, voilà, je veux dire, il y a des moments où je m'en peux plus. Hein. Voilà, c'est une expression qu'on utilise beaucoup dans la famille. Bon, bah, je m'en peux plus, je suis nombreuse. Enfin, voilà, et je pense qu'on est nombreuses à plus en pouvoir parfois. À se considérer comme nombreuses intérieurement et de fait, quoi. Je veux dire, on vit dans une société dans laquelle on est dans des rôles multiples et variés au cours d'une même journée, que les temps qu'on s'octroie à soi, à son intimité propre, se réduisent comme peau de chagrin. Euh, j'ai l'impression, moi, avec le temps qui passe, donc c'est aussi faire preuve d'un certain engagement vis-à-vis de soi. C'est-à-dire, quand je parle de courage, je parle du courage de cet engagement, de s'astreindre parfois à se retrouver soi, à s'écouter, à écouter ce que dit son cœur, à écouter, même si et en fait c'est comme ça que ça se passe le plus souvent, c'est-à-dire même si le mental n'y est pas, n'en a pas envie, ou raconte une autre histoire que celle qui est en train de se jouer à l'intérieur de soi. Voilà, et après, il y a les moyens qu'on utilise pour rester à l'écoute de soi, pour conserver du temps pour soi, pour aller à la rencontre de nos difficultés, de nos émotions douloureuses, enfin voilà, et puis et aussi des moments de joie. Je veux dire, C'est pas tout le temps douloureux, ça peut être aussi très. oui, mais on se rend compte que on est quand même aujourd'hui. C'est pour ça que le terme d'éco-vitalité, il est fondamental, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de on est dans une société globalement qui est mortifère. On est dans une société de la rupture de liens. On est dans une société qui a saucissonné tous les sujets. Plus rien n'est lié. Alors, on voit combien on a fait fausse route, puisque une pandémie comme la Covid, c'est dire, ben, en fait, si, ce lien existe, mais il a tellement plus été fait, il a tellement été interdit depuis tellement d'années, depuis tellement de siècles maintenant, que quand une pandémie de cette envergure-là provoque la merde dans laquelle on se trouve à tous les niveaux, dans tous les secteurs, et que ce soit intime, collectif, personnel, enfin individuel, sociétal, etc., on voit bien que c'est un lien, la maladie dont il s'agit, c'est la maladie du lien. Donc, il faut qu'on retrouve individuellement, je crois, le courage de ce lien. Et ce lien, c'est quoi? C'est d'abord le lien à soi pour pouvoir ensuite être en lien aux autres, je pense. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement de se dire, là où on nous a coupé de nous-mêmes pour pouvoir faire fonctionner un système qui est un système mortifère, qui n'est pas un système de la vie, du vivant, qui est un système de la mort. Hein. Assez bizarrement d'ailleurs, puisque la première chose dont le capitalisme essaye de combattre de manière complètement hallucinante, c'est la mort. Et si on combat la mort, on combat la vie. Je veux dire, être dans le combat pour la vie, c'est aussi être dans cette démarche d'acceptation que s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Donc, les deux sont liés. Là encore, il s'agit d'un lien. Donc, le lien à soi, c'est un lien qui est difficile en ce sens où c'est un lien qu'on doit réapprendre intégralement. Là où nos sorcières
gardiennes du vivant, vraiment, ont des chaudrons remplis de bon sens avant tout et d'élan vital pour se remettre en lien à elles-mêmes et aux gens qu'elles accompagnaient, enfin aux personnes qu'elles accompagnaient. Donc tout ça, c'est vraiment intimement lié, mais voilà, c'est juste parfois aussi, je crois, peut-être le conseil, c'est de se dire que, en fait, quoi qu'on en dise, la vie est un cadeau. La vie n'est pas un dû, la vie est un cadeau. Et j'ai souvent cette phrase qui me revient. Je voyais une médecin ayurvédique et à un moment où j'allais pas très très bien et elle m'avait dit mais qu'est-ce que tu ferais si aujourd'hui c'était ton dernier jour? Et comment serait ta vie si chaque jour que tu commences, tu le vivais comme si c'était ton dernier jour? Alors ça ne veut pas dire cramer la vie par tous les bouts, mais ça veut dire que revenir à l'essentiel peut-être, ouais, revenir aux essentiels qui font qu'on est en vie. Et de facto que notre vie a un sens, parce qu'en fait tout ça parle quand même de je veux dire, la vie qu'on vit, qu'on nous propose de vivre aujourd'hui ou qu'on se donne à vivre aujourd'hui est une vie qui n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'on a autant de personnes qui vont pas bien. Qu'est-ce que tu veux faire, donc tu te réveilles, tu vas bosser, tu te fous derrière ton ordinateur pour tenter de gagner du fric pour tenter de survivre. On n'est pas dans la vie. Non. Donc voilà, aller à la rencontre de nos nœuds, de nos blessures, voilà. Et il n'y a pas une manière de faire, bien entendu qu'il n'y a pas une manière de faire. Et puis il y a des moments où c'est pas le moment. Il faut l'accepter aussi. Puis il y a des moments où c'est le moment. Alors là, il faut y aller. Merci beaucoup, Judith. J'avais plein d'autres questions pour toi, mais je crois qu'on est arrivé un peu à la fin du temps qu'on avait pour l'épisode. Peut-être que je te réinviterai. Ouais, je suis désolée, j'ai beaucoup parlé. Non, pas du tout. Enfin, tu n'as pas trop parlé, tu as parlé beaucoup et c'était très intense et très intéressant. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris et j'espère que celles et ceux qui vont nous écouter aussi. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très bientôt, j'espère. En tout cas, j'attends avec impatience que Moon réouvre pour retourner te voir. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié ce moment partagé. Vous pouvez retrouver Tasmae sur le site tasmae.com et sur sa page Facebook. Alors à bientôt pour un prochain épisode.